Ben, le système énergétique de demain, il va y avoir beaucoup plus d'électricité, beaucoup moins d'énergie gazeuse, beaucoup moins d'énergie liquide. En fait, nos infrastructures jouent un bien plus grand rôle que juste de distribuer de l'énergie. Et aussi, on est capable de fournir beaucoup d'énergie sur des petites périodes de temps à pas cher. Et c'est là que le sens de se dire, baisser les volumes de 50 c'est pas une mauvaise chose pour la compagnie. Au contraire, on va vraiment se concentrer sur ce qui coûte trop cher à électrifier ou encore ce que l'électricité n'est pas capable de faire. Éric Lachance, tu es le président-directeur général d'Énergir, une entreprise clé dans le paysage énergétique au Québec et aux États-Unis. Avec une présence marquée dans la distribution de gaz naturel ici et dans l'électricité aux États-Unis, Énergir gère des actifs de plus de 2,5 milliards de dollars au Québec. Sous ta direction depuis 2020, l'entreprise s'est engagée dans une ambitieuse transition énergétique visant à atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050, tout en continuant à croître et innover dans un secteur en pleine transformation. Énergir est également reconnu pour sa culture d'entreprise inclusive et ses initiatives en matière de bien-être des employés. Éric, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Merci de m'accueillir. Éric, j'aimerais peut-être commencer la discussion personnellement d'un point de vue externe, et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Si tu pouvais juste prendre un peu de temps pour expliquer un petit peu plus la notion de gouvernance de Énergir, qui possède cette organisation-là, comment elle est intégrée un petit peu dans la dynamique au Québec, même un peu aux États-Unis. Donc, si tu pouvais juste nous faire un résumé, je pense que ça pourrait bien aider notre audience. Oui, avec plaisir. En fait, c'est normal des fois que les gens s'y perdent un peu parce qu'à travers l'histoire de la compagnie, on a un actionnariat qui a évolué. On a même eu un bout de temps où on avait des actionnaires publics. Mais en fait, si je fais ça simple aujourd'hui, là, 2 actionnaires, Caisse de dépôt, 81 là, j'arrondis à quelques poussières près. Le Fonds de solidarité de la FTQ qui a, en fait, là, ce qui reste, le 19 Et puis, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire dans notre gouvernance? C'est très simple. Dans le fond, c'est comme on est un actionnariat privé, on va échanger avec les actionnaires, mais on a aussi un conseil d'administration pour s'assurer là, d'avoir les plus hauts standards de gouvernance. Puis, on va avoir des représentants des actionnaires qui peuvent, entre autres, travailler pour la Caisse, mais aussi des administrateurs indépendants qui vont venir compléter en termes d'expertise ce qui n'est pas nécessairement présent là, comme institution financière chez la Caisse ou encore, évidemment, nous, comme équipe de direction, là, pour venir nous appuyer. Donc, 80 à peu près que je voyais à la CDPQ, oui. un 19-20 à la FTQ au moment où on se parle au niveau de l'actionnariat, je crois bien. C'est ça. Ça fait d'ailleurs 20 ans, là, je parlais justement de notre représentant du fonds il y a quelques semaines dans un événement, puis on s'est réalisé que l'entrée au capital, comme je dis, ça a évolué, là, mais donc ils étaient un petit peu moins que 19, puis la Caisse n'était pas non plus à 81 à l'époque, là, mais ça fait déjà depuis 2004, en fait, qu'on les a au capital action. C'est que c'est le fun de pouvoir compter sur des actionnaires qui sont là pour le long terme. Là, quand ils le disent, là, nous, on est le témoignage que c'est vrai. Non, définitivement. Et je lisais un peu, et peut-être juste pour terminer un peu sur cette parenthèse ici, en termes de gouvernance de Énergir, il y a des noms qui ont changé à travers les années. Il y a eu un rebranding qui s'est déroulé à la fin des années 2010. Mais je pense que si on remonte vraiment plus loin dans le passé, ça a été la propriété du gouvernement. Il y a eu des rachats, des ventes qui ont été faites un petit peu à travers les années. Donc, d'où l'idée un peu que l'actionnariat a changé beaucoup, je crois, depuis la fondation de l'organisation, je crois bien. Là. Oui, effectivement. Pour remonter même aux années 80 où Énergir, à l'époque, Gaz Métro, même il y a eu Noverco à travers toute la grande famille là, qui a été publique de temps à autre. Donc, au fil de ce temps-là, on a eu d'autres actionnaires. On a eu des groupes français comme à l'époque GDF Suez qui a changé de nom pour Engie. On a eu Enbridge, on a eu SNC qui est maintenant Atkins. Donc, c'est ça. Au fil du temps, ce portrait-là a évolué. On a eu Valénaire qui était une entité publique pour arriver au portrait là, qui est celui-là là, depuis 2-3 ans où Caisse et Fonds sont vraiment nos 2 actionnaires. Et peut-être si on regarde un peu pour la mission de l'organisation, si on peut peut-être éclairer un peu les gens qui nous écoutent aujourd'hui, parce que vous êtes dans un environnement, soyons honnêtes, qui change, qui a beaucoup dû se transformer à travers les années. Vous-même, vous avez dû également revoir un petit peu comment vous vous positionnez à travers tout ça. Donc, peut-être si on pouvait éclairer notre audience au vu de la mission de l'organisation.
Oui, ben, j'aime souvent dire, en termes un peu colorés, là, notre défi, c'est d'avoir la bonne énergie à la bonne place, au bon moment, puis au bon prix. Puis on fait ça autant en électricité qu'au niveau du gaz naturel. Aujourd'hui, évidemment, euh, trois choses là, qui parlent beaucoup aux clients, aux consommateurs. Le prix, on le sait, avec l'inflation des dernières années, il y a une grande sensibilité à avoir les choses au bon prix, le moins cher possible. La fiabilité, la résilience. Encore une fois, les défis avec les changements climatiques, il faut préparer nos réseaux pour qu'ils soient là. Puis éventuellement, puis ce qui est important aussi qu'on a déjà commencé à faire, ben, c'est de réduire l'intensité des GES qui est associée à l'énergie qu'on distribue. Donc, tout notre défi, évidemment, ces trois éléments-là ont une influence sur l'un et l'autre. Hein. On pourrait être décarboné demain matin, mais ça coûterait beaucoup trop cher maintenant. Alors, c'est de le faire au bon rythme. Et c'est pour ça qu'on dit que, comme je le disais, bonne énergie, bonne place, bon moment, bon prix. C'est un peu ce qui nous guide. Puis si on fait bien ça, ben en fait, quand on se projette dans le futur, pour nous, c'est ce qui va être le gage de succès que les gens vont vouloir qu'Énergir, ce soit leur partenaire pour leur solution énergétique. C'est un très gros et beau défi que vous avez ici. Donc, c'est assez intéressant et on va essayer de décortiquer le tout ensemble aujourd'hui. Mais peut-être avant toute chose, Éric, si on regarde un peu ton parcours, on parlait de la caisse de dépôt un petit peu plus tôt. Toi, c'est là que tu as fait la majeure partie de ta carrière avant de rejoindre Énergir, ou plutôt, on pourrait dire que tu as toujours, je pense, travaillé pas tellement loin de Énergir, je pense même quand tu étais à la caisse de dépôt. Donc, je crois que tu es arrivé dans l'organisation, et je parle ici de la CDPQ début des années 2000. Peut-être que tu pourrais nous retracer un petit peu ces différents moments? Oui, ben exactement. Ben, c'est rare qu'on se souvienne de notre date d'entrée en fonction, mais c'était le 14 février 2000. Ça qu'allait savoir pourquoi, je m'en souviens. Ah, Je pense que c'est le un coup fun de pour cœur. ma femme que je sois capable de m'en souvenir. mais donc, c'est ça, dans le fond, j'ai travaillé près de 17 ans à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. À travers ces années-là, c'était le fil conducteur, c'était toujours pour des entreprises qui étaient typiquement pas cotées en bourse, ce qu'on appelait des placements privés, Hmm. plein de secteurs. Mais c'est sûr que pendant une dizaine d'années, beaucoup plus d'entreprises dans le grand secteur des infrastructures, que ce soit de transport et d'énergie. Puis en fait, c'est là que j'ai commencé à tomber en amour avec celle qui allait devenir mon prochain employeur, Énergir. En fait, de 2010 à 2013-ish, c'est là que j'ai vraiment été. Énergir était un de mes dossiers, donc j'étais sur le conseil d'administration. J'avais l'occasion d'échanger régulièrement avec l'équipe de direction. Malheureusement, il y a eu une petite pause de 3 ans qui, au niveau personnel, était super le fun parce que je suis allé diriger le bureau de la Caisse à Paris pour le portefeuille des infrastructures. Donc, au niveau professionnel, super bon mandat, mais qui m'avait demandé de prendre une petite pause d'énergie pendant ce temps-là. Hmm. Mais j'aime souvent dire que visiblement, même si je pouvais poser des questions parfois challengeantes à l'équipe de direction d'Énergir dans les années où j'étais sur le conseil d'administration, je pense qu'ils ont dû voir que j'avais un bon fond parce que quand l'opportunité s'est présentée avec le départ à la retraite de celui qui dirigeait les finances auparavant, Ouais. Pierre, ben, dans le fond, Sophie a pensé à moi comme un bon candidat pour lui succéder. Donc, je me plais à dire que je ne devais pas être si pire finalement là, quand je Hmm. posais mes questions. Puis, parle-nous peut-être un petit peu des dossiers que tu travaillais avec l'organisation. Quand tu étais à la CDPQ, est-ce qu'il y a certains gros dossiers, gros chantiers sur lesquels tu as travaillé qui peut-être même t'ont fait spécifiquement tomber en amour avec l'organisation parce que tu t'es dit, bon, la cause est intéressante, le défi est challengeant, j'aimerais peut-être m'intégrer un petit peu plus. Peut-être que tu peux nous parler de certains de ces dossiers-là. Oui, ben, en fait, moi, les années où j'étais à la caisse et directement impliqué avec Énergir, en fait, ben, la transition, quand je parlais de la mission tout à l'heure, elle a commencé bien avant lorsque j'arrive chez Énergir. Donc, il y avait déjà des jalons qui se posaient. Donc, les années où j'étais au niveau de la caisse, mais impliqué avec Énergir, je pense particulièrement au niveau de l'éolien. Bon, les décisions d'investissement étaient prises, mais là, on était vraiment dans la réalisation du projet. En intro, tu mentionnais, on est présent au Vermont, ce que les gens du Québec réalisent moins. Là, aujourd'hui, c'est à peu près la moitié de nos activités. Mais à l'époque, c'était plus petit. On avait déjà fait l'acquisition de Green Mountain Power, qui est un mini Hydro-Québec du Vermont.
Mais il était encore plus petit et quand j'étais là, c'est le moment où l'équipe de direction à l'époque avait vu l'opportunité d'acquérir l'autre grande entreprise de distribution électrique au Vermont, qui était Central Vermont Public Services. Donc, il y avait l'accompagnement là-dedans, s'assurer évidemment que ça prend des sous pour faire ça. Donc, il faut que l'actionnaire soit évidemment confortable avec toute la stratégie, puis de s'assurer que les sous arrivent. Donc, tu sais, c'est deux exemples, mais aussi, comme je disais, à travers mon travail à Caisse, puis le fait aussi d'être en Europe, j'ai eu l'occasion de voir d'autres entreprises du secteur de l'énergie, d'autres entreprises dans le monde réglementé, puis même dans d'autres secteurs d'activité, comme je le disais, c'est que ça me permettait, j'aurais dit, quand j'ai eu l'opportunité de dire est-ce que je me joins ou je me joins pas, je voyais vraiment que le secteur de l'énergie pour les prochaines années, voire les prochaines décennies, ça allait être super excitant. Puis de voir à quel point il y avait une belle équipe chez Énergir, tu sais, donc que j'allais assurément là, être avec des super bons collègues. C'est également ce que ça m'a permis de découvrir là, toutes ces belles années-là. Et j'aimerais rebondir un petit peu sur ton passage en Europe. Il y a Patrick Decostre de Boralex qui est venu sur le podcast il y a quelques mois de cela. Boralex, qui est une organisation cotée en bourse, très belle organisation dans le secteur énergétique. Très forte présence en Europe également à la base. C'est là même qu'il y a beaucoup des activités qui se font. De ton côté, quand tu as opéré à la CDPQ 3 ans à Paris, je crois, à quel point si bien entendu tu as eu la chance de voir des dossiers de près ou de loin, à quel point on est dans une dynamique différente en Europe au niveau de l'énergie comparativement au Québec? Est-ce que des points de comparaison, des différences marquantes qui seraient importantes peut-être qu'on pourrait dire à notre audience? Oui, en fait, tu sais, l'énergie, c'est même le cas quand on compare le Vermont avec le Québec. Ça demeure que c'est très local. Hein. Chaque géographie a ses propres réalités. Puis même en Europe, tu sais, si on prend par exemple, il y a des pays, on peut penser Pays-Bas, Angleterre, qui ont déjà été des producteurs de gaz naturel, par exemple, alors que si on prend France, Allemagne, bon, ils n'ont aucune production là. Par contre, la France est très dans le nucléaire. Donc, il y a tout un tissu. Je pense que l'autre élément qui est quand même, c'est qu'il y a l'Europe au-delà des pays en Europe, là, sans pléonasme, là, mais avec la communauté européenne. Et ce que ça l'a amené, qui, à mon sens, est très différent du Canada puis les États-Unis, où, règle générale, on a une vision qui est très, je dirais au mieux, province par province, État par État. Il y a très peu de fils conducteurs, tu sais, au niveau américain ou au niveau canadien, encore moins nord-américain. En Europe, il y a vraiment cette pensée-là plus structurante du système énergétique à travers la communauté européenne. Donc, oui, chaque pays met sa sauce, mais ils sont beaucoup plus structurés pour prendre avantage de ce que chacun des pays est capable d'amener à ce mix énergétique-là. Pour moi, c'est le grand élément. C'est sûr qu'à l'époque, ils étaient peut-être quelques pas en avance là, en termes de mouvance environnementale par rapport à ce qu'on pouvait voir ici. Bon, ça demeure, ça va être intéressant de suivre. On ne fera pas de la politique aujourd'hui, mais ça va être à suivre avec les élections américaines. Comment ça se produit, mais il y a une pensée un peu plus européenne, plus intégrée qu'on peut voir ici. Moi, je dirais que c'est ce qui me frappe le plus. Intéressant, très intéressant. Patrick avait sensiblement la même ligne de pensée ici. Bon, je reviens un petit peu à ton histoire qui est très intéressante. Comme tu le mentionnes, CDPQ, pendant près de 17 ans de ta carrière, des dossiers de près ou de loin avec Énergir. Tu rentres dans l'organisation, finalement, c'est en 2017, vice-président, que le rôle que tu vas avoir quand tu rentres dans l'organisation. Comment ça s'est fait un peu? Est-ce que c'est eux qui sont venus cogner à ta porte de dire, bon, on t'aimait bien dans les dossiers, maintenant on aimerait ça t'avoir plus que 5 heures par semaine? Comment ça s'est mis en place tout ça? C'est à peu près ça. En fait, chez Énergir, tu sais, Sophie, puis Sophie Brochu. Sophie Brochu, ma prédécesseur, merci, oui. En fait, toujours travailler ouvertement avec son équipe pour savoir un peu les plans de retraite et tout. Puis la personne qui était aux finances, en fait, avait ouvert son jeu au moment approprié là, pour dire, écoute, moi, dans un certain nombre de mois, je pense que mon temps va être venu pour prendre ma retraite.
Puis essentiellement, c'est ça, ça a commencé autour d'un café à Paris où Sophie m'a dit, ben écoute, je te confie ça. Est-ce que tu aimerais qu'on mette un peu ton nom dans le chapeau pour considérer? Puis c'est comme ça que c'est parti. Puis après, ben, on suit les processus usuels là, de rencontrer quelques membres de l'équipe. Puis ce qu'on peut s'attendre là, dans un processus de sélection, mais c'est vraiment partie de Sophie et l'équipe Énergie. Hein. Donc, vice-président en 2017, vice-président finance, si je ne me trompe pas, c'est ça? Finance, c'est ça, exactement. Et tu prends la présidence de l'organisation en 2020. Donc, j'imagine que si Sophie est venue te voir 3 ans plus tôt, elle est peut-être revenue te voir cette fois-ci pour dire que peut-être qu'elle allait avoir des changements dans sa vie. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça s'est... Bon, j'imagine que plus de structure, c'est peut-être un processus plus sophistiqué que ça, mais tout de même, comment peut-être l'ascension s'est faite? Peut-être même, est-ce qu'au départ, on t'avait parlé qu'un jour, ça serait possible? Non, en fait, quand j'ai plongé, moi, j'avais même jamais envisagé, honnêtement, là, de devenir président un jour. Tu sais, je pense que, évidemment, ayant grandi en investissement, on voyait un peu plus un rôle financier, bien que toujours dit que l'investissement, pour moi, c'était une façon de comprendre la stratégie des entreprises puis d'avoir un impact avec un peu le côté financier des choses. Mais moi, ce qui m'a fait triper au fil des années, c'est d'apprendre des nouveaux modèles d'affaires et tout ça. Ça a contribué à la stratégie de l'entreprise. Mais essentiellement, non, c'est pas Sophie, en fait, qui me l'a appris. C'est vraiment le président du conseil d'administration puis le président du comité de rémunération et de gouvernance. Comme je le disais, on est choyé chez Énergir d'avoir vraiment, à cause de notre historique de compagnie publique, vraiment une belle gouvernance qui est en place. C'est que Sophie, avec l'aide du conseil d'administration, avait vraiment, à travers je dirais les 2 années là, précédant son départ à la retraite, travaillé des plans de développement avec différentes personnes de l'organisation, amener des nouveaux défis, parce que c'est souvent ça un peu le test. On grandit, on devient naturellement très bon dans nos expertises, mais la grande question, c'est quand tu deviens président ou présidente, tu n'es plus expert de grand-chose au final. Hein? C'est que c'est vraiment un rôle plus de gestion, comment tu vas exercer un leadership. Donc, ça a eu des opportunités de travailler l'aspect des technologies de l'information, de la réglementation, des choses comme ça. Puis quand le bon moment est venu pour Sophie, ben, le conseil d'administration a exercé là, son choix. Puis j'ai été l'heureux élu, on peut dire ça comme ça. Ça t'a pas trop fait peur? Ben, faire peur, c'est sûr quand même, il y a un élément inconnu. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça s'enseigne. Là. C'est que quelque part, tu prends ça avec humilité, honnêtement. Puis j'avais quand même, Sophie Brochu. Évidemment, c'est une excellente CEO, mais contrairement à d'autres présidents et présidentes aussi, c'est quelqu'un qui était très visible. Donc, c'était pas des petites chaussures à chausser pour lui succéder. Mais en même temps, ce que j'ai particulièrement apprécié du conseil d'administration puis de Sophie, quand il a été le moment un peu de passer le bâton, ça a été de dire justement, on sait que tu n'es pas Sophie, c'est pas de la remplacer, dans le fond, mais le but, c'est vraiment de prendre le bâton, si on prend l'image d'une course à relais, d'amener la compagnie plus loin, mais avec les forces qui sont les tiennes, qui vont, dans certains cas, être les mêmes que Sophie, mais dans d'autres cas, vont être complètement différentes. Et puis avec des faiblesses aussi qui sont différentes. Tu fais l'analogie du bâton pour amener l'organisation peut-être du point A au point B, mais des fois, une organisation, pour un paquet de raisons, spécifiquement dans votre catégorie, doit bifurquer, doit prendre des chemins un petit peu différents. Je lisais un article qui était quand même assez intéressant dans la presse, et cet article, si je ne me trompe pas, date de 2023, si je crois bien. Je pense qu'on est en février 2023. Essentiellement, ce qu'on dit ici, c'est qu'on est dans une optique où est-ce qu'il va y avoir des changements parce que vous, de votre côté, bien entendu, on vise une carboneutralité d'ici 2050. Donc, essentiellement, ça risque d'amener une diminution progressive des volumes d'une de vos lignes d'affaires de manière assez massive. Donc, ce que je veux essayer de bien expliquer à notre audience aujourd'hui, c'est que tu reprends l'organisation, mais déjà, vous avez commencé un vent de changement. Vous devez bifurquer déjà un petit peu de votre côté. Quand tu reprends l'organisation, à quel point tu dois amplifier un petit peu
je dirais pas ce pivot, mais ce changement-là, Oui. est-ce que c'est déjà très avancé? Comment tu te situes à travers tout ça? Ouais, ben, en fait, comme je le disais, la diversification et le fait de s'attaquer au changement climatique en diminuant les émissions là, de nos différentes offres de services, il avait commencé, on avait un plan stratégique qui datait de 2017, puis qui assumait un certain rythme que la transition allait faire. Tu sais, dans le fond, malheureusement, il n'y a pas personne qui connaît exactement quel rythme la transition va se faire, puis on le savait encore moins à l'époque aussi. Je pense que quand, quand j'ai été nommé, on arrivait à un croisement où nos employés, dans le fond, se lèvent le matin pour vraiment essayer de faire la bonne affaire. La bonne affaire pour la compagnie, la bonne affaire pour les clients, la bonne affaire pour la société. Puis, je prends un chiffron, là, mais les 10 années précédentes, parce qu'il y avait des énergies plus émissives à remplacer, comme dans le fond, l'huile à chauffage, le charbon, le pétrole qui peut être utilisé par certains industriels, ben, c'était tout à fait possible de se dire, ben, on va aider à réduire les gaz à effet de serre en vendant plus de gaz naturel fossile. Sauf que là, arrive 2020, là, début 2020, Mhm. entre la COVID puis, puis le 1er janvier, mais blague à part, arrive ce moment-là, puis, tu sais, le constat que je faisais, c'est de dire, ben, il y a de plus en plus d'employés qui se disent, écoute, c'est bien le fun, ça, mais à un moment donné, c'est parce que il en reste plus de choses à tasser, là. Donc, il va arriver quoi avec cette Ouais. compagnie-là quand ça va être autour du gaz naturel fossile? Il va falloir se faire tasser. Donc on a vraiment impliqué nos meilleures têtes. Puis nous, la stratégie, on fait ça je vais prendre l'anglicisme bottom-up. Là. C'est pas Éric Lachance qui Ouais. se lève un matin qui dit hey, on fait A, B, C, mais c'est vraiment en allant chercher ceux qui vivent le quotidien. Puis on s'est dit, c'est pas de changer la stratégie, mais il faut vraiment la peaufiner puis de dire qu'est-ce qu'on voudrait changer. Puis c'est là qu'est émané le constat de se dire ben, le système énergétique de demain, il faut l'admettre, il va y avoir beaucoup plus d'électricité, beaucoup moins Mhm. d'énergie gazeuse, beaucoup moins d'énergie liquide. Maintenant, pour monsieur et madame tout le monde, l'énergie, dans le fond, ça marche, puis on n'a pas besoin de se poser des questions. Ce qu'on veut, c'est que les lumières allument, on veut chauffer, mais il n'y a pas personne qui se lève le matin pour acheter 5 gigajoules de gaz puis 10 kilowattheures d'électricité. Tu sais, on ne pense pas comme ça, ce qui fait Ben non. que on associe ça beaucoup à l'énergie, mais quand on regarde comment les systèmes énergétiques sont faits, au-delà de juste vendre la molécule, là, que ce soit du gaz ou de l'électricité, il y a plein d'autres services qui tournent autour de ça. Et c'est là qu'on a dit, ben, en fait, nos infrastructures jouent un bien plus grand rôle que juste de distribuer de l'énergie, mais ils viennent jouer un rôle vraiment d'être capables de stocker des quantités incroyables d'énergie à pas cher. C'est essentiellement une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui se chauffent au gaz. C'est parce qu'on peut produire pendant l'été, on met ça de côté, on est capable d'utiliser l'hiver pour vraiment pas cher. Et aussi, on est capable, nous, dans ce qu'on appelle la puissance, de fournir beaucoup, beaucoup d'énergie sur des petites périodes de temps à pas cher. Et ça, c'est Mhm. des choses que l'électricité, malheureusement, n'est pas capable de faire facilement. Ça coûte très cher. Donc, on s'est dit, on n'a peut-être pas besoin de vendre autant, mais si on se concentre là où on est bon, on va être capable de faire autant d'argent, sinon plus. Et c'est là que le sens de se dire, ben, baisser les volumes de 50 c'est pas une mauvaise chose pour la compagnie. Au contraire, on va vraiment se concentrer sur ce qui coûte trop cher à électrifier ou encore ce que l'électricité n'est pas capable Mhm. de faire. Là, je pense plus au secteur industriel Ben oui. où, sans tomber dans la chimie, mais le gaz naturel, c'est du CH4, c'est du carbone puis de l'hydrogène. Ben, essentiellement, il y a des gens qui ont besoin de cet hydrogène-là qui est dans le gaz. Et donc, éventuellement, à mesure que les technologies vont prendre la maturité, tout ça, ben, ça va nous ouvrir d'autres secteurs pour continuer de servir cette clientèle-là parce que l'électricité ne sera pas nécessairement capable de le faire. Donc, Mais c'est vraiment essentiellement, le constat de la baisse de 50 là. il y a une baisse, certes, mais vous avez, et je sursimplifie ici, là, mais Oui. bouger un petit peu votre clientèle pour continuer à utiliser des ressources que vous êtes capable et vous avez diminué considérablement
bien entendu, votre volume sur l'autre type de clientèle simplement par un changement un peu d'énergie qui allait être utilisée, si je comprends bien. C'est ça. Concrètement, on est passé d'une mentalité que plusieurs ont encore aujourd'hui, qui est de dire, progressivement, on va se faire voler notre lunch, puis les volumes vont baisser. Puis essayons de faire que ce soit le plus tard possible. Alors que c'est ce que la plupart des gens étaient dans l'état d'esprit où ils sont encore. Nous, on s'est plutôt dit non, non. Ça, c'est une tendance qui est inévitable, mais concentrons-nous, là, on a confiance dans le futur. C'est que la posture mentale a changé complètement parce que là, maintenant, on a des offres commerciales pour aider les clients qui doivent réduire les volumes, en fait. Donc, quand on regarde, on met des dizaines de millions par année en efficacité énergétique, en subvention pour aider nos clients à réduire d'à peu près 1% par année de l'ensemble de nos volumes totaux en les aidant à installer des équipements plus performants, façon de réduire les volumes. L'entente de collaboration qu'on a signée avec Hydro-Québec, la Biénergie, en fait, quand je vous disais, l'électricité peut faire beaucoup de choses. Donc, en installant une thermopompe, mais en gardant la chauffe du bâtiment avec la chaudière au gaz, ce qu'on vient faire, c'est que 70% de la chauffe est faite à l'électricité quand il n'y a pas de pression sur le réseau d'Hydro-Québec. Mais le dernier 30%, on continue de le servir avec aujourd'hui du gaz naturel fossile, mais pour ceux qui ont l'envie de le faire, puis progressivement, au fil des années, avec du gaz de source renouvelable qui, parce qu'il est biogénique, ne vient pas contribuer au réchauffement climatique. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Si je prends un pas de recul ici, puis je me mets dans la peau. J'en suis un, mais on va se mettre vraiment dans la peau peut-être de nos auditeurs ou d'un citoyen québécois. Si tu avais à nous expliquer comment que le Québec se situe dans cette évolution énergétique, si on avait à se comparer à d'autres pays, si on avait à se comparer peut-être même à d'autres provinces, on a des belles ressources naturelles, certes. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on est un joueur qui est bien positionné pour les 10, 20, 30 prochaines années? On a un atout qui est incroyable, c'est qu'au Québec, avec les barrages hydroélectriques qu'on a, on a déjà une économie qui est beaucoup plus électrifiée, particulièrement dans le bâtiment qu'ailleurs. Et surtout, on a une électricité qui est déjà presque entièrement sans carbone. C'est celle qui vient des barrages puis de l'éolien. Donc, le point de départ par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou sur le reste de la planète où
juste pour les prochaines années, eux, ils doivent mettre énormément d'efforts pour décarboner, pour réduire l'intensité de carbone de ce qu'ils utilisent déjà en électricité. Nous, c'est déjà fait à 99 Hum. Maintenant, là où on se différencie également, c'est parce qu'on a eu une abondance d'électricité. On en utilise énormément. Comme je le disais, on est déjà dans le bâtiment, ce qui fait que, puis juste donner un ordre de grandeur, là, le Québec en quantité d'électricité, c'est plus que toute la Nouvelle-Angleterre. Tu sais. Donc, Hum. on est gros, c'est plus que l'Ontario, qui sont pourtant des économies beaucoup plus importantes, mais parce qu'on chauffe déjà les maisons, généralement à l'électricité au Québec, puis qu'on a des grandes industries qui sont déjà à l'électricité, ça fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on en utilise l'électricité. Et ça, c'est le défi, puis on l'a vu dans le plan d'Hydro-Québec qui est annoncé, c'est qu'on a besoin pour on commence déjà comme par les derniers milles de l'électrification. Et ces milles-là, ben, ils coûtent cher, puis il faut les faire intelligemment. Donc, je pense que M. Saint-Pierre chez Hydro-Québec a annoncé tout un plan pour essayer de s'attaquer à ça. Mais c'est clair que part d'une bonne place parce qu'on est déjà très électrifié. Mais malheureusement, ce qu'il nous reste à faire, c'est ce qui coûte le plus cher ou ce qui est technologiquement le plus difficile. Donc, par rapport à ce que je vois aux États-Unis, si on prend Green Mountain Power, qui est notre filiale aux États-Unis, ben eux, ils peuvent chauffer un peu plus le bâtiment avec l'électricité. Ils n'en ont pas de problème de pointe l'hiver parce qu'il n'y en a pas de chauffage électrique. Là où il en manque, c'est l'été. Donc, ils sont capables d'électrifier certains usages sans avoir à investir dans leur réseau de distribution, dans leur réseau de transmission. Ils ont juste besoin d'un petit peu plus d'énergie. Mais au Québec, quand on veut faire des choses de plus pendant l'hiver, particulièrement, ben, ça prend non seulement de la nouvelle production, mais ça prend de la transmission, les autoroutes, ça prend de la distribution, qui sont finalement les fils qui se rendent jusqu'aux maisons. Il faut tout renforcer ça. Et ça, c'est un défi. Intéressant. Et bon, tu as ouvert la porte un petit peu des États-Unis. J'aimerais en parler un petit peu avec toi. Donc, comme tu l'as mentionné quelques fois dans le podcast, peu de gens le savent, mais vous êtes pas simplement présent au Québec, mais vous êtes également aux États-Unis. Vous avez les filiales, comme tu viens tout juste de le mentionner, de Green Mountain Power et, corrige-moi si je me trompe, Vermont Gas Systems. Peut-être tu pourrais juste nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ces organisations offrent en complémentarité avec ce que vous faites déjà au Québec. Et par la suite, on essaiera de comprendre un petit peu le pourquoi de l'installation et plutôt même de l'expansion que vous avez fait au sud de la frontière. Oui, ben en fait, si tu me permets, je vais faire le contraire. Je vais commencer comment on s'est rendu. Bien sûr. Après, maintenant, parce que, tu sais, en fait, la genèse, c'était vraiment comme c'est souvent pour bien les entreprises, c'était dans un but de continuer de grandir puis de se diversifier. Puis notre premier pas aux États-Unis, en fait, il remonte à plus de 25 ans. Ça a été l'acquisition de Vermont Gas. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'à l'époque, mes prédécesseurs, en fait, aimaient bien le concept que j'aime par ailleurs du un pas de proximité ou 1 degré de proximité. C'est-à-dire, on faisait du gaz au Québec, on connaissait le gaz, le Vermont, c'est à côté. Ben, tu sais, ça va normalement, on part quand même avec des bonnes chances de succès. Ce qu'il faut se comprendre, ben, c'est que quand même, l'énergie, je le disais, c'est très régional, c'est très proximité. Donc, on sait opérer, mais il faut bien comprendre l'environnement réglementaire, l'environnement politique. Donc, c'est un bon premier pas. On se projette ensuite, il y a à peu près une quinzaine d'années, une opportunité, on regarde ce qu'on pourrait faire. Ben, on se dit, ben, maintenant, on connaît bien le Vermont, on connaît évidemment l'environnement politique et réglementaire. Il y avait 2 compagnies publiques à l'époque cotées en bourse. La première, c'était Green Mountain Power. La deuxième, c'était Central Vermont Public System, dont je parlais tantôt. Donc, on a regardé laquelle qui pourrait faire du sens. Puis la plus naturelle pour commencer, c'était Green Mountain. Donc, on a fait l'acquisition. Et il y a 10 ans, ben là, on est venu renforcer la position en fusionnant CVPS avec Green Mountain Power pour faire aujourd'hui le distributeur électrique qui sert environ 77 là, du marché vermontois. Le reste, c'est essentiellement des petits réseaux municipaux et des coops. Là. Mais donc, ce qui fait qu'Énergir est le principal distributeur. Maintenant, si je réponds en deuxième à ta première question, pourquoi puis c'est quoi les avantages? Ben, comme je le disais,
les systèmes énergétiques ne sont pas à la même place. C'est que pour nous, c'est une source comment je dirais, d'échange d'informations qui est très, très bonne parce que il n'y a pas de synergie. On est dans un modèle qui est très décentralisé. Donc, c'était pas un play des fois comme on peut voir, là, dire Ouais. ben, on va rentrer à finance, on va rentrer ici, on va rentrer ça, puis on va sauver de l'argent pour les clients. On a vraiment des équipes locales qui gèrent. Par contre, comme je le disais, les priorités ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est pas rendu à la même place. Donc, nous, on est en train de s'attaquer au Québec aux enjeux auxquels ils vont devoir faire face au Vermont dans à peu près 7, 8, 9 ans si l'électrification va comme prévu de la chauffe du bâtiment. Par contre, au Vermont, en électricité, on est dans des zones plus rurales. Tout l'élément de la fiabilité du réseau, les pannes électriques, avec les changements climatiques, c'est beaucoup plus présent. Puis ça a amené une culture d'innovation pour dire ben, comment je peux utiliser du solaire, des batteries, des nouvelles technologies, la gestion de la demande à distance pour offrir non seulement une solution d'énergie, mais aussi une solution de résilience pour mes clients. Et ça, le fruit n'est pas mûr ici au Québec maintenant, mais peut-être que dans 6 ans, ben, les apprentissages de qu'est-ce qu'on voit au Vermont, on va être capable de les ramener. Puis j'aime aussi dire, dans le fond, Vermont Gas, c'est pas très grand, c'est 50 000 clients là, qu'on a au Vermont environ, du côté du gaz. Donc, ça peut être un bon laboratoire des fois pour tester des choses à plus petite échelle. C'est suffisamment important pour eux parce qu'ils sont plus petits, mais en même temps, ça ne devient pas, eux peuvent s'y concentrer, mais ça devient, essayer de le faire au Québec pour être une distraction pour nous parce qu'on doit essayer de rejoindre 250 000 clients. Donc, c'est une façon aussi tactique de se dire, ben, on peut profiter d'une compagnie qui est dans la famille pour innover, puis à un moment donné, quand le fruit est mûr, de se dire, ben, d'en faire profiter de nos clients au Québec. Donc, acquisition, on pourrait dire, il y avait une opportunité de l'intégrer, mais il n'y avait pas une synergie spécifique, il n'y avait pas une addition qui pouvait se mettre en place avec ce qu'on avait déjà. C'est plus de l'intelligence d'affaires, de ce que je comprends un peu, que vous êtes allé chercher. Oui, ici, là. Puis en même temps, ben, on ne se cachera pas que nos actionnaires, il y a un bon rendement financier aussi. Bien sûr. Puis il faut comprendre que le modèle réglementaire, contrairement à d'autres entreprises, il est un peu contre-intuitif parce que le grand avantage qu'on a, les investisseurs nous aiment beaucoup parce qu'on a un rendement stable et prévisible, parce qu'essentiellement, on est réglementé, nos tarifs sont réglementés, puis ce qu'on vient nous autoriser, c'est un certain taux de rendement sur les investissements qu'on fait pour livrer le service. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand on fait une acquisition puis qu'on va chercher des synergies, au moment de l'acquisition, on peut déterminer une certaine formule de partage avec le régulateur, mais très rapidement, il faut les redonner aux clients. Donc, on n'est pas dans un modèle où parfois des entreprises vont aller chercher des acquisitions pour faire des synergies qui viennent augmenter les bénéfices. Dans notre cas, c'est pas soutenable. Tu peux le faire pendant quelques années, mais le mécanisme réglementaire fait qu'éventuellement, il faut que tu leur donnes à 100% aux clients. Là. C'est significatif. Fait que c'est un autre monde, pour le meilleur et pour le pire. Et si on avait simplement à situer notre audience un peu, si on regarde sur l'entièreté du volume de clients, du volume de revenus générés par l'organisation, les États-Unis, ça représente quoi comparativement au Québec en termes de pourcentage? Oui, ben, en termes de clients, c'est à peu près la même chose. Là. C'est un petit peu plus de clients au Vermont parce qu'on est à la fois présent dans l'électricité puis dans le gaz naturel. Donc, on parle d'environ 300 quelques mille clients au Vermont alors qu'on est plus dans le 215 000 au Québec. Mais ceci en termes de profit, si je peux dire, là, parce que encore une fois, le prix de l'énergie influence beaucoup nos ventes. C'est qu'on a tendance plus à réfléchir en termes de profit. C'est rendu presque moitié-moitié. Donc, aujourd'hui, puis je pense qu'il y a des opportunités quand on regarde avec la transition énergétique autant des deux côtés de la frontière. Là. Donc, c'est probablement un poids santé là, pour en termes de croissance organique. Là. Éric, on a essentiellement, je dirais, 95-98% de l'audience qui écoute le podcast Hypercroissance, c'est des gens d'affaires. C'est du monde qui écoute le podcast pour essayer d'améliorer, parfaire leur organisation, amener d'autres idées stratégiques, d'autres idées tactiques. Il y a quand même une réflexion, je pense, qui est commune, pas simplement au Québec, mais
du moins je l'espère, partout dans le monde sur cette réflexion un petit peu de vision énergétique, de carboneutralité. Pour l'entrepreneur aujourd'hui de la petite, moyenne entreprise, 10, 20, 30, 50, 100 employés et plus, euh, quelles actions, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour vraiment, et j'utilise le terme et je vais forcer le trait ici, pour vraiment être capable de faire un impact? Parce que beaucoup de gens, et soyons honnêtes, qui, c'est quoi le terme? Greenwashing, un petit peu virtue signaling, c'est de dire qu'on fait des bonnes choses ou qu'on essaie de paraître comme quelqu'un de bon, mais au final, on ne fait pas grand-chose. Est-ce que concrètement, il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place, peut-être des exemples qui te viennent en tête de certaines organisations, juste pour voir si, au final, les gens qui nous écoutent peuvent vraiment faire un changement dans leurs opérations quotidiennes? C'est sûr qu'il y a des choses à faire. Maintenant, il faut être très réaliste et terre à terre. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de silver bullet. Là. Tu sais, le one size fits all, là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Déjà que tu mentionnes que les gens ont conscience de ce qui doit être fait, c'est une bonne nouvelle parce que je dois quand même dire que quand j'ai l'occasion d'échanger avec des groupes d'entreprises, tu sais, ma règle de pouce, c'est qu'il y en a quand même le tiers qui pensent qu'ils n'ont pas d'enjeu, puis un jour ou un autre, ils vont réaliser qu'ils font partie quand même de ceux qui vont devoir changer. Puis la raison, c'est que souvent, les gens vont regarder beaucoup en termes d'énergie, mais ça va beaucoup plus loin que ça, là, tout la décarbonation. Ça va de réfléchir à ses fournisseurs, ça va vraiment réfléchir à ses opérations et tout. C'est sûr que le premier pas, c'est de s'informer, de comprendre vraiment, comme je le disais, nos fournisseurs, nos opérations, notre énergie. Et c'est quoi qui va faire bouger l'aiguille? Et surtout, c'est impossible de tout faire du jour au lendemain. Puis c'est d'ailleurs pour ça que nous-mêmes, on offre un éventail de solutions. On n'offre pas juste une pour décarboner pour les utilisateurs de gaz naturel fossile parce que peut-être que le premier pas qui est le plus facile aujourd'hui, c'est de faire de l'efficacité énergétique. Si je prends l'exemple de l'énergie, comme je le disais, une chose concrète que les gens peuvent faire si sont clients d'énergie, rappelez-nous, on a des équipes qui sont dédiées, qui vont vous aider, puis on a de l'argent même pour vous donner un petit coup de pouce en termes de subventions, mais le gouvernement en a aussi. Des fois, c'est juste d'être capable de s'y retrouver. Euh, le deuxième élément, comme je disais, c'est les changements climatiques, ça va beaucoup plus loin, la décarbonation, que juste l'énergie. Donc, je pense qu'il faut parler avec nos fournisseurs, comprendre, poser des questions. Puis encore une fois, peut-être que quand on regarde, tenir compte de ça dans nos choix en termes de fournisseurs. Puis, je pense qu'il y a un job aussi à faire au niveau d'éduquer les clients. Parce que souvent, moi, quand je parle avec des entreprises, le client ne le sait pas vraiment, lui non plus, il n'est pas conscient de ses choix. Le but, c'est pas de tomber dans le greenwashing, mais d'avoir plutôt un discours qui est transparent, puis d'expliquer quand même, de conscientiser le client. Mais le piège, ce serait d'essayer de tout faire du jour au lendemain. C'est juste pas réaliste. Là. Est-ce que c'est un luxe ou c'est essentiel? Et quand je dis luxe, pour bien m'expliquer ici aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs organisations qui, à un certain point, essayent simplement de survivre, de grandir, de passer à travers les enjeux économiques, de faire face à la compétition qui est de plus en plus intense. Et bon, à un certain point, quand on arrive à respirer, on peut peut-être penser à ces choses-là. Est-ce que de plus en plus, on risque de voir des organisations qui, jour 1, vont devoir penser à ça, mettre tout ça en place et qui lancent leur organisation, ou c'est davantage un luxe qu'on peut se permettre quand on grandit? Ah, la grande question. On sait que ça va être une obligation. Là. Je pense que c'est clair que, dans mon esprit, à moi, en tout cas, les changements climatiques, c'est réel. On le voit au sud de la frontière, au niveau des tempêtes, les dommages que ça cause. Donc, on n'a pas le choix. En même temps, c'est clair, puis on le voit aussi par rapport à la demande pour nos différentes offres de produits ont des caractéristiques qui sont différentes. Moi, je dis souvent maintenant, les gens il y a eu un discours de simplification sur les changements climatiques, la décarbonation de l'économie. Ça serait facile, ça serait pas cher. Malheureusement, là, on rentre dans la période où c'est une illusion.
C'est que je dis souvent, oui, il y a de la technologie, mais c'est d'abord et avant tout de la psychologie sociale. C'est une gestion de changement, les changements Mhm. climatiques. Il faut vraiment, euh, si on regarde juste l'énergie, le lien avec l'économie, c'est qu'il y a une corrélation parfaite. Le développement économique, la consommation est directement liée avec l'utilisation de l'énergie. Donc, c'est pas logique de penser que si on continue à faire la même affaire qu'on fait depuis l'éternité, qu'on va atteindre nos objectifs. Donc, ça passe par une gestion du changement et elle n'est pas évidente parce que je fais juste regarder l'évolution en 5 ans, alors qu'on avait vraiment un socle qui était solide au niveau de la population. On a vu dans les 2 dernières années avec l'inflation, avec la crise du logement, les gens reviennent rapidement aux besoins, de la pyramide de Maslow, là, le bas de la pyramide, Exactement. les besoins de base. C'est ce qu'on voit. Donc, c'est un défi de comment on continue de mobiliser la population. Euh, Nous, on a pris une approche pragmatique, c'est de dire, je nommais la biénergie tout à l'heure. C'est une solution qui ne coûte pas vraiment plus cher, puis qui permet de faire 70 du bout du chemin. Est-ce Mhm. que c'est parfait? Non. Mais est-ce que quelqu'un qui veut se mettre en action, pas vraiment changer ses habitudes, parce que, ça, c'est l'autre élément. Est-ce que les gens veulent tant changer leurs habitudes? Pas nécessairement non plus. On pourrait tous avoir des petits véhicules à essence, voyager moins en avion, puis on aurait déjà un bout de Ouais. chemin, puis on économiserait des sous en même temps, mais c'est pas tout à fait ce qu'on voit présentement dans les statistiques. Donc, c'est que je pense qu'il faut demeurer pragmatique parce qu'on a besoin évidemment de la population pour y arriver. Donc, quand on est entreprise, je pense que c'est cet équilibre-là. Il faut faire vivre ce pragmatisme-là, être capable de le défendre aussi, de ne pas être gêné, de dire, ben, écoutez, on n'est pas parfait, mais à la Ouais. fin de la journée, on bouge, on s'en va dans la bonne direction. Mais certainement pas, par contre, tomber dans un immobilisme. Moi, je pense que même si on est peut-être dans une période où ça va paraître plus facile de mettre le pied sur le frein, ça va nous rattraper dans quelques années. Donc, Mhm. moi, ce ne serait pas ma recommandation. Puis c'est d'où le point que je disais un petit peu du luxe versus quelque chose qui est essentiel ici, parce que définitivement, dans un contexte où est-ce que peut-être que l'argent était plus facile, les taux d'intérêt étaient très bas, les gens avaient davantage de ressources, autant le citoyen moyen que l'entrepreneur, ben là, on peut commencer à se permettre de penser à tout ça. Mais quand les choses sont plus complexes, on dirait, et en ayant parlé avec beaucoup de gens sur le podcast, beaucoup de gens d'affaires, on se rend compte que c'est plus nécessairement dans les conversations, du moins au départ. Quand on aura réglé enjeu numéro 1, enjeu numéro 2, ben là, peut-être qu'on commencera à le mettre dans la liste des choses à regarder. D'où le point un petit peu de poser la question, comment vous voyez tout ça de votre côté? Et peut-être, Ah, ben, euh, mais puis, oui, excuse-moi de t'interrompre, mais tu sais, il y a aussi un élément qui est temporel. Tu sais, nous, on bâtit pour 40 ans. Là. Tu sais, quand on met des infrastructures, que ce soit ben oui, électriques ou gazières dans le sol, il y a rarement des projets qui se font en dessous d'un horizon de 15-20 ans. Donc, on n'a pas le choix de prendre cette perspective-là dès maintenant. On peut pas se mettre dans un attentisme. Après, je pense que le défi que plusieurs autres entreprises qui veulent bouger ont par rapport à leurs consommateurs, c'est que, comme je disais, au risque de me répéter, pour bien des gens, présentement, la priorité, c'est vraiment plus de s'assurer d'avoir de quoi manger, de quoi se loger. ouais. Donc, on n'est pas dans le même horizon de temps. Puis, oui, les changements climatiques nous touchent déjà, mais ceci étant dit, c'est un petit peu plus loin dans l'horizon de temps de bien du Exact. monde que de payer la commande d'épicerie. Là. Mhm. Parlant d'horizon, qu'est-ce qui vous attend, vous, de votre côté? Vous êtes en constant changement. Vous êtes à l'avant-garde de beaucoup de choses. Vous voyez beaucoup de choses sur 2 pays. Qu'est-ce qui attend Énergir dans les 2, 3, 4 prochaines années? Qu'est-ce qui fait partie un petit peu de votre planification stratégique? Ben, en fait, quand on regarde les 2, 3 prochaines années, puis là, je vais parler peut-être un peu plus du Québec, tu sais, au niveau de la distribution gazière, nos initiatives, efficacité énergétique, biénergie, gaz naturel renouvelable, c'est 3 initiatives qui ont
les socles sont solides. Dans le fond, on sait où on s'en va. C'est beaucoup de l'exécution là, pour les prochaines années. À travers tout ça, les changements climatiques amènent énormément d'opportunités dans le côté de l'énergie. Comme je le disais, c'est essentiellement partout dans l'économie, là, l'énergie. Donc, on a semé des différentes... c'est ça, on a semé des semences, là, on a semé des graines à gauche puis à droite sur des métiers d'avenir pour lesquels on a des compétences, des expertises. Sur 2-3 ans, je pense que ce qui commence à émerger, c'est vraiment ce qui tourne autour des réseaux thermiques, réseaux de chaleur, géothermie. Donc, on est encore dans du tuyau. On aime ça, les tuyaux, visiblement. Mais là, on est vraiment pour appuyer l'électricité d'une façon beaucoup plus efficace. Tu sais, donc, Ouais. pour ceux qui sont moins familiers là, avec les réseaux de chaleur, c'est qu'on va vraiment prendre, disons, un quartier. Il y a des gens qui, au même moment, ont besoin de chaud, de froid. C'est qu'on s'assure de récupérer toute la chaleur qui se perd pour la réutiliser, puis d'utiliser aussi la chaleur qui est dans le sol avec de la géothermie. Donc ça, normalement, on voit là, dans le pipeline de projet, c'est pas mal plus mature. Puis du côté électricité, c'est vraiment là, la priorité, c'est augmenter la fiabilité, la résilience à cause des tempêtes qui sont de plus en plus présentes. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on va nous voir là, principalement pour les 2-3 prochaines années, là. Intéressant. Éric, je suis toujours curieux de savoir un peu le rôle du dirigeant. Ça va beaucoup varier d'une organisation à l'autre. À quoi ça ressemble ton quotidien? Est-ce que, et je te pose la question dans un contexte où est-ce que tu es davantage dans un contexte externe, interne? Est-ce que tu passes beaucoup de temps avec tes anciens collègues chez la CDPQ? Est-ce que tu passes beaucoup de temps peut-être à essayer de comprendre un petit peu le client, comprendre l'avancement? Parle-nous un petit peu du quotidien global de Éric Lachance. Je suis pas un gars de routine, c'est que j'ai pas une recette là, où que je pourrais te décrire chaque jour aussi comment ça se déroule. Euh, la plupart des éléments, pour moi, font partie de la base. Tu sais, je suis privilégié, j'ai une super bonne équipe, donc très, très confortable, tu sais, de déléguer, je pense, l'opération quotidienne. Par contre, c'est pas parce que je la délègue que je n'aime pas la comprendre. Donc, je me fais un devoir de rencontrer l'ensemble tu sais, des employés au niveau des opérations au moins une fois par année à travers notre empreinte. Donc, en petits groupes, pour vraiment prendre justement un peu plus le pouls selon les métiers, selon les régions et ainsi de suite. Très important pour moi, effectivement, l'occasion de parler avec des clients. On est beaucoup aussi, un peu comme on le fait aujourd'hui, échanger sur l'industrie. Il y a un rôle d'éducation à faire auprès de la communauté, d'aider à comprendre ce qui touche l'énergie, c'est qu'on investit quand même passablement de temps en externe autour de ça. Donc, tu sais, mais j'ai pas j'ai pas une formule qui est prescrite, là, tu sais, que je suis assidûment là-dessus. Je suis pas un gars de routine, bref. Ça bouge beaucoup. Ouais. Peut-être pour terminer, des petites questions personnelles. Est-ce que des ressources, des livres, des podcasts, des contenus qui t'ont aidé à mieux comprendre peut-être la dynamique énergétique, l'évolution, les changements climatiques, peut-être même le volet investissement dans lequel tu as œuvré pendant un bon bout de temps? Certaines ressources qu'on pourrait peut-être partager avec notre audience. Il y a différents. Moi, j'aime beaucoup lire, tu sais, en termes plus, je dirais, philosophie d'affaires. Je suis un grand fan en termes de leadership de Lencioni avec les je pense en anglais, c'est Five Dysfunction of a Team, qui pour moi, c'est la base, comme je le disais, avoir des bonnes équipes performantes, belle culture de confiance entre les employés, livre qui se lit bien. Simon Sinek avec Start with Why, qui est vraiment un livre qui nous amène à se dire le pourquoi, la raison d'être là, de l'entreprise, qui force vraiment à se dire on est quoi. Euh, En termes d'énergie, changement climatique, Greta Thunberg, The Climate Book, franchement, euh, c'est une bonne brique, mais si vous voulez, pour un auditoire qui voudrait comprendre les différents enjeux liés au changement climatique, en termes de rigueur scientifique, c'est vraiment très, très bon. Je dis souvent que le chapitre sur le méthane, si c'était moi qui
parlais de qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, on dirait que je fais du greenwashing des fois. Donc, c'est dire à quel point, par rapport il y a des bouts que je ne maîtrise pas, évidemment, comme scientifique, mais ce que je connais pour suivre l'énergie d'assez proche, c'est bien fait. Puis en même temps, ça ouvre un certain point de vue sur tout ce qui touche justement le côté social des changements climatiques. J'aime beaucoup les livres de culture d'entreprise, mais sinon, peut-être un dernier auquel que je pourrais penser en termes de peut-être podcast. Il y a Michael Liebridge, qui est peut-être cofondateur de Bloomberg New Energy Finance, qui a un podcast sur le climat également là, que j'aime écouter. C'est souvent appuyé par des faits, puis c'est assez direct là, dans le no-nonsense sur les technologies émergentes, des choses comme ça. Intéressant. Éric, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Fascinant, une catégorie qui bouge, change énormément, qui est sur les lèvres d'à peu près tout le monde sur la planète Terre. Donc, ça a été intéressant de discuter d'une partie de tout ça avec toi aujourd'hui. Si on va en apprendre un petit peu plus sur toi personnellement, comprendre davantage Énergir, meilleur endroit pour vous rejoindre? Oh! Écoutez, c'est une bonne question, ça. Je ne suis pas un gars très, très, très médias sociaux, mais un LinkedIn, c'est à peu près le meilleur endroit pour me rejoindre si vous voulez rentrer en contact avec moi. Ça me fait toujours plaisir. Sinon, écoutez, je pense qu'on est quand même assez présent là, ici et là. C'est que c'est facile de me trouver puis d'en apprendre plus sur Énergir. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Éric Lachance, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très fascinant, très inspirant comme discussion. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.